OK. Ben, je vais commencer. Dans le fond, les gens, vous devez vous demander un peu je suis qui parce que j'ai pas été trop impliquée dans le processus. Je remplace mon collègue Alexandre qui avait une urgence. Donc, je travaille à la Fondation David Suzuki. Moi, je suis spécialiste en communication et en affaires publiques. Puis, je fais juste mettre la table pour la présentation de Mélanie sur l'initiative communautaire de partage de semences qu'on appelle aussi une granothèque. C'était première fois que j'entendais ce terme-là. Fait que je vais juste te laisser la parole, Mélanie. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup à la Fondation David Suzuki pour votre soutien puis me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui. Mon nom, c'est Mélanie Ouellette et je suis la fondatrice et présidente de la Grenothèque de fleurs sauvages d'Ottawa. Puis, si vous regardez la photo, c'est une photo de mon jardin chez nous il y a quelques semaines. Ça, c'est chez nous. Je sais que vous allez m'entendre parler, puis là, vous allez vous demander d'où vient mon accent. Je viens du Nouveau-Brunswick, d'un petit village qui s'appelle Saint-Basile. Puis j'ai quelqu'un qui vient de mon village qui est sur la ligne. Bonjour, Marilyn Beaulieu. Merci d'être là. Ça fait une personne de moi que je connais. Fait que c'est ça, mais j'ai pas vraiment perdu mon accent. Fait que, au lieu de vous poser la question tout le long d'où ça vient, ben, c'est ça. C'est fait. Fait que c'est ça. Puis je voulais dire aussi que même si c'est moi qui va donner la présentation aujourd'hui, je représente des douzaines de bénévoles qui sont le cœur et l'âme de notre organisation. Fait que je parle aussi un peu à leur nom ce soir. La présentation est enregistrée. Alors, vous allez voir, je vais passer à travers de beaucoup de choses, beaucoup de notes, beaucoup de documents. Faites-vous-en pas. J'ai mis le lien de notre site web où vous pouvez trouver toutes les ressources que je vais mentionner. Tout est gratuit, pas besoin de lui mettre en citation, rien. C'est fait pour être utilisé par le plus de gens possible. Malheureusement, nos documents sont juste disponibles en anglais parce qu'on n'a pas vraiment les capacités de traduire. Fait que si jamais vous voulez utiliser les documents puis vous voulez les traduire en français, ça serait vraiment apprécié si vous pourriez partager avec nous, comme ça on pourrait les ajouter à notre site web. C'est ça, il faut choisir sans donner des graines puis traduire. Fait que là, j'ai pas eu le temps de faire les deux. Fait que c'est ça. Fait que je vais prendre les questions à la fin, je pense. Je ne sais pas combien de gens il y a, mais sinon, vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat. Puis je vais essayer de garder un œil là-dessus. On n'est pas autant ce soir que durant la présentation de la glace. Fait que peut-être je vais attendre de prendre des questions si jamais vous en avez. Fait qu'on commence ça. Fait que la Granothèque a été créée en octobre 2020. Puis je vais commencer par vous raconter un peu notre histoire. Ça faisait plusieurs années que je voulais faire du bénévolat, mais je ne trouvais pas rien qui correspondait à mes valeurs, puis qu'est-ce que je voulais faire avec mon temps libre. Je regardais une vidéo de Dr. Robin Ward Kimmerer, qui est une ethnobotaniste autochtone. Il y a quelqu'un qui posait une question durant un webinaire, il a dit le monde est en feu, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, par où on commence? Puis sa réponse a été de dire utilisez vos talents, puis faites ce qui vous passionne. Fait que là, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai dit, OK, c'est une bonne méthode. J'aime ça des méthodes. Fait que là, j'ai fait une liste ce soir-là de, qu'est-ce que j'étais capable de faire, tu sais, parce que ça fait quand même assez longtemps que je travaille. Là, j'étais comme, bon, moi, j'ai un peu de compétences. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, c'est quoi les dossiers qui m'intéressent? Fait que là, j'ai pensé que je voulais faire quelque chose pour la réconciliation autochtone. Je voulais faire quelque chose pour contrer les changements climatiques. Puis je voulais aussi travailler avec des femmes. Parce que je travaille en génie, puis c'est ça, il n'y a pas beaucoup de femmes. Fait que ça me fait un petit de quoi de plus féministe. J'avais planté ma première plante indigène en mai, qui est une épatoire masculine que vous pouvez voir ici. Puis là, j'avais eu comme, c'était comme une explosion en moi. J'étais comme, mon Dieu, je faisais du jardinage avant, mais j'avais jamais compris comment c'est important les plantes indigènes avant que j'aie cette plante-là, tu sais. Fait que là, je me suis dit, OK, ben peut-être que si je aiderais les plantes indigènes, peut-être que je pourrais faire une différence. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui empêche les gens de jardiner avec des plantes indigènes? Fait que là, j'ai comme identifié deux choses. La première, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de connaissances sur ce que ça veut dire jardiner avec des plantes indigènes. Puis numéro deux, c'est que dans la région d'Ottawa, on n'avait pas accès à des semences locales. Fait qu'il n'y avait pas vraiment rien non plus qui existait à ce moment-là. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, je vais créer une page Facebook, puis pour comme apprendre aux gens comment ça fonctionne. Puis, je vais poster des graines gratuitement. C'était dans le temps de COVID. Fait que j'ai dit, OK, je vais prendre les graines que j'ai. Je vais essayer de trouver du monde pour donner des graines indigènes. Puis, je vais les poster gratuitement. Fait que là, c'est comme ça que ça a commencé. Avant de commencer aussi, je voulais reconnaître aussi les enseignements qui m'ont été transmis par mon mentor. Euh, j'ai rencontré Matthew Oliver qui travaille euh, comme membre à la Alberta Utilities Commission. Puis Matthew, c'est un métier de la Rivière-Rouge, qui est le cap, c'est un vrai métier.
Puis, il partage avec moi tous ses enseignements autochtones. Fait que souvent, quand j'ai des questions, comment est-ce que je ferais pour faire telle chose, telle problématique, etc., lui, il est vraiment bon pour m'aider à me guider aussi, puis m'aider à continuer dans le chemin de la réconciliation autochtone. Parce que lui est vraiment bon, vu qu'il il comprend c'est quoi à la fois le monde autochtone puis non autochtone. Fait que vous allez voir tout au long de ma présentation, je vais vous montrer aussi comment j'ai intégré les enseignements de Matthew autochtone dans la création de la grainothèque. Finalement, je veux parler parce que souvent on fait comme on reconnaît comme le territoire occupé, etc., quand on fait ce genre de présentation-là. Moi, je voudrais faire quelque chose de plus personnel un peu, puis parler un peu de mon engagement personnel envers la réconciliation autochtone. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est comme le concept de la 6e génération. Fait qu'il y a 3 générations avant, il y a moi, puis 3 générations, 3 générations après. C'est pas la plus belle des images, mais ça symbolise un peu comment je vois mon rôle dans le concept de cette génération. Je reconnais que je suis une femme blanche privilégiée, que j'ai des privilèges parce que mes ancêtres ont exploité à outrance la nature, puis ils n'ont pas été réciproques avec. Fait que j'espère, avec ce travail-là, léguer un meilleur monde pour les 3 autres prochaines générations qui viennent après moi. Fait que pour moi, c'est pas anodin de choisir des plantes indigènes parce que le gazon, c'est un symbole colonial. Puis c'est la façon qu'on a trouvé dans nos milieux urbains de contrôler la nature. Fait que pour moi, le travail de réintroduire des plantes indigènes dans nos paysages urbains, c'est vraiment de remettre les plantes qui sont supposées d'être ici dans la terre qu'on occupe. Dans la prochaine section, je vais aborder c'est quoi les plantes indigènes, pourquoi elles sont importantes, qu'est-ce qu'on veut dire par race pure, c'est pas mon terme préféré, mais c'est ça que c'est, puis comment nous assurons d'avoir seulement des races pures indigènes dans notre collection. Fait qu'en premier lieu, qu'est-ce qu'une plante indigène? C'est défini par les plantes qui étaient ici avant l'arrivée des Européens. Fait que les photos qu'il y a ici, c'est toutes des photos que j'ai prises des plantes indigènes qui poussent dans la région d'Ottawa. En premier lieu, je vais aborder pourquoi on devrait cultiver des plantes indigènes d'un point de vue humain. Habituellement, la façon qu'on choisit nos plantes, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai choisi ça quand je faisais mon jardinage plus traditionnel. J'allais dans les magasins de grande surface ou j'allais dans les pépinières. Je voyais une plante que je trouvais belle, je la portais chez nous, puis là, je la mettais dans mon jardin. Puis là, ben là, j'arrosais, etc. Des fois, je mettais des fertilisants contre les bébites, etc. Parce que j'aimais vraiment cette plante-là, je la trouvais belle. L'idée des plantes indigènes, puis de cultiver des plantes indigènes, c'est de changer de perspective et de se dire, OK, quels sont les écosystèmes que j'ai chez nous? Quelles sont les caractéristiques de mon jardin? Comment d'heure d'ensoleillement j'ai? Comment d'eau que j'ai? C'est-tu humide? C'est-tu sec? Etc. Puis là, en choisissant les bonnes conditions, en les identifiant comme il faut, là, on choisit nos plantes. On dit, bon, maintenant que j'ai identifié les conditions, là, je vais savoir quelle plante fit le mieux dans mon environnement. Puis comme ça, en les choisissant de façon appropriée, on n'a pas besoin d'utiliser des engrais, des pesticides ou les arroser une fois qu'elles sont établies. L'idée, c'est qu'ils poussent déjà sans intervention humaine. Fait que si on fait les bons choix, il n'y a vraiment rien à faire ou très peu à faire. Alors maintenant, pourquoi les plantes indigènes sont essentielles? Mais maintenant, on va aller plus du point de vue écologique. Ce qui arrive, c'est que les plantes et les animaux sauvages ils ont coévolué ensemble pendant des milliers et des milliers d'années. Puis là, on a introduit beaucoup de plantes d'ailleurs, puis on a introduit des plantes qui n'ont pas nécessairement les caractéristiques avec lesquelles ils ont évolué. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les chenilles dépendent de les chenilles et les insectes souvent dépendent de chimiques spécifiques dans certaines plantes indigènes pour survivre. Quand on parle de pollinisateurs, par exemple, ce qu'on ne réalise pas nécessairement, c'est que les pollinisateurs, c'est la forme adulte des insectes. Mais quand on fait pousser des plantes dont les bébés dépendent pour se nourrir, puis les chimiques, bon, ben là, on soutient l'entièreté du cycle de vie des insectes. Fait que notre impact est beaucoup plus grand que juste quand ils sont adultes. Fait que l'idée, c'est quand on cultive des plantes indigènes, on cultive des plantes que toute la base de l'écosystème repose dessus. Je vais vous donner un peu des chiffres. Là, je travaille en STEM. On a ça des chiffres de la science. Je vais vous donner quelques chiffres. Pas vous prenez juste mon. Vous dites, oh, Mélanie dit ça, c'est pas juste Mélanie. Fait que plus de 90% des chenilles des papillons de nuit,
ne mangent que des plantes ou des groupes de plantes indigènes en particulier. Fait que oui, on connaît souvent le fait que les monarques dépendent de l'asclépiade, par exemple, mais c'est vraiment presque 100% de toutes les chenilles dépendent ont ce genre de même relation entre les plantes, les chimiques dans les plantes, puis la survie de l'espèce. 96% des oiseaux nourrissent le petit insecte. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas nécessairement. Souvent, les gens vont penser, vu juste une mangeoire dehors, bon, ben là, ça nourrit des bébés. Malheureusement, la plupart des bébés oiseaux, ils ont un tube digestif vraiment faible. Puis, ça leur prend comme des insectes qui sont mous pour être capable de les digérer, genre. Fait que c'est pour ça qu'ils nourrissent beaucoup d'insectes. Pour être capable de générer assez d'insectes pour une portée de mésange, il faut que notre jardin soit composé au moins de 70% de plantes indigènes. Ça, c'est beaucoup. Qu'est-ce que ça représente en termes de chenilles? On parle de 2 à 3 000 chenilles par oisillon, puis de 2 à 3 oisillons par portée. Ça fait quand même beaucoup de chenilles. Ça ferait quand même un assez gros écosystème pour faire une différence. Fait que là, comment nous, on détermine c'est quoi une plante indigène? Parce qu'on sait qu'il y a des plantes qui arrivent d'ailleurs, il y a des plantes européennes. Comment on s'y retrouve là-dedans? Fait que nous, on a dit qu'on acceptait juste des plantes indigènes en Ontario puis au Québec. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une base de données qui s'appelle VASCAME. Fait que VASCAME, c'est une base de données qui est révisée par des pairs avec des données scientifiques de musées, d'organisations scientifiques, etc. C'est quand même assez facile à utiliser pour quelqu'un qui est habitué un petit peu d'aller dans des bases de données. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Fait que vous allez juste sur le site de VASCAME. C'est juste un moteur de recherche. Vous rentrez le nom de l'espèce, puis ensuite vous cliquez Recherche. Puis là, ça va vous donner une petite carte comme ça. Puis je ne sais pas dans quelle province vous êtes. Là. Il y en a peut-être une au Brunswick aussi ou en Ontario ce soir. Puis au Québec aussi, j'imagine. Fait que vous pouvez voir en vert. Ça, c'est qu'est-ce qui est natif. Fait que c'est qu'est-ce qui est avant les Européens. Puis si c'est en orange, ça veut dire que c'est après les Européens. Fait que nous, dans notre collection, on accepte juste ce qui est considéré vert. On accepte aussi seulement ce qu'on appelle les races pures. J'aime pas ce terme-là encore, je l'ai déjà dit, je vais le redire. Mais ce que ça veut dire, un cultivar, c'est une variété cultivée. Fait que c'est quelque chose qui, qui est différent de ce qu'on retrouverait dans la nature. Souvent, c'est des plantes qui ont été clonées pour présenter certaines caractéristiques spécifiques. Puis, le clonage aussi fait en sorte qu'on perd un peu de variabilité génétique. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on accepte juste ce qu'on retrouverait dans la nature. Comment vous pouvez reconnaître un cultivar quand vous allez au magasin? Bien, typiquement, les cultivars, ils ont un nom commercial unique, puis ça va suivre un guillemet. Fait qu'ici, j'ai un exemple que vous pouvez voir. Ça, c'est Phlox subulata. Que ça, c'est une espèce indigène en Ontario. Puis, dans la version naturelle, bon, ben, c'est un petit lilas comme ça. La version commerciale de Phlox subulata, ici, on l'a appelé Scarlet Flame. C'est ça, je veux dire, en guillemets. Puis Scarlet Flame est différent de celui-ci parce qu'il est rose. Ils ont décidé qu'il allait mettre une couleur plus cute. Puis ils ont décidé aussi qu'il allait comme fleurir plus tard dans l'année, puis plus longtemps. Ça peut être aussi, des fois, la couleur va être plus vive, la plante va être plus courte, etc. Il n'y a pas tant de recherches qui ont été faites sur l'impact des cultivars sur l'écosystème. Un des problèmes, c'est parce que, dépendamment de comment c'est différent, comment est-ce que ça a été modifié, genre, de qu'est-ce que c'est typiquement, ben, c'est comme les impacts varient. Fait que c'est dur à savoir vraiment ce que c'est, mais nous, on partage juste les races pures. Puis, si vous décidez aussi de partager des semences, ben, il y a un risque aussi juridique de partager les variétés cultivées parce que quand c'est avec des guillemets, ça veut dire que c'est la propriété d'une entreprise. Fait que vous exposez à des risques légaux parce que vous n'êtes pas supposé de revendre quelque chose qui appartient à des compagnies. Fait que ça, c'est bon à savoir si vous voulez faire ça. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on a? On a créé un processus, genre, c'est comme un genre de formulaire qu'on demande aux gens de répondre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quasiment plus un formulaire éducatif parce que ça permet d'avoir une bonne conversation avec les gens pour identifier d'où leurs plantes proviennent,
puis si c'est des cultivars ou des raspberries. Fait qu'on demande aux gens de remplir c'est quoi le nom latin, c'est quoi le nom en anglais, puis aussi la provenance de la plante comme telle. On a aussi une politique de diversité génétique que vous pouvez aussi réutiliser si ça vous intéresse. Qu'est-ce qui est intéressant dans le système qu'on a développé, c'est que vu qu'on donne des graines puis des plantes gratuitement, les gens n'ont pas d'intérêt à essayer de tromper le formulaire. Fait que, tu sais, les gens qui veulent, il y a pas ils ne gagnent pas rien à nous donner quelque chose parce qu'ils vont tout avoir gratuit. Fait que les gens qui viennent, ils veulent vraiment donner de la bonté de leur cœur. Fait qu'ils respectent vraiment comme le fait qu'on essaie vraiment de préserver la génétique de la collection. Fait que ça réduit beaucoup le travail de nos bénévoles de passer au peigne fin et tout parce que les gens font vraiment attention. Dans cette section, je vais vous partager la vision, les valeurs et l'impact de la grainothèque. Fait que notre vision, c'est d'inspirer les communautés à construire des habitats de plantes indigènes, interconnectés et écologiquement robustes, une plante, une personne à la fois. Puis aujourd'hui, ma présentation, c'est vraiment dans cet esprit-là aussi de vous inspirer, j'espère, à essayer de travailler ensemble justement pour créer le plus d'habitats possible. Ça, c'est un autre enseignement qui m'a été transmis par mon ami Matthew. Pour les personnes autochtones, les plantes, les animaux sont aussi des personnes égales à des êtres humains. Puis dans la vision aussi qu'ils ont de la nature, les plantes, les personnes sont interconnectées par une toile invisible. Un peu comme on parle à un écosystème. Fait qu'on fait toute partie de cette grande web toile interconnectée. En participant aussi à la présentation, puis en essayant de faire quelque chose dans votre communauté, vous participez aussi, vous êtes maintenant connecté avec cette toile-ci. Puis l'idée, c'est que plus qu'on travaille ensemble, plus qu'on a de toiles ensemble, plus qu'on est capable de créer des écosystèmes interconnectés, puis plus aussi qu'on va être fort, puis plus qu'on va être résistant aussi ensemble. Je vais parler un peu comment on a inscrit ça aussi dans notre principe autochtone. Les valeurs de notre organisation les trois principales sont l'éthique, la réciprocité, puis l'empouvoirment. Empouvoirment, c'est comme un nouveau mot qui ont sorti en français pour dire empowerment. Là. Je vais faire mon possible pour dire comme faut, mais avec mon accent du Nouveau-Brunswick, c'est pas facile. Ça se peut que je dise empouvoirment. Je vais faire mon possible. Je vais vous expliquer aussi comment on a incorporé ces valeurs-là concrètement. Fait qu'au niveau éthique, on a des lignes directrices pour une récolte dans la nature éthique. Fait qu'on demande l'autorisation du propriétaire. On dit aux gens de ne pas prendre des plantes dans la nature. Puis une des raisons, c'est que c'est comme ça que les plantes envahissantes s'établissent dans nos écosystèmes. Quand les gens vont aller puis ils vont faire des trous, puis là, tout d'un coup, c'est comme ça que les espèces envahissantes prennent. On demande aussi, ça aussi, c'est un concept autochtone, de ne pas prendre de graines de la première ou de la plante ou de la dernière plante, ou de la première taille ou de la dernière taille. Puis l'idée, c'est d'en laisser assez pour le prochain, de ne pas tout prendre. De prélever sur une grande population. Une grande population, on parle à peu près de 25 individus. Puis aussi, on n'encourage pas les pépinières qui ne divulguent pas l'origine de leurs graines ou de leurs plantes. Parce que justement, il y a des espèces qui sont devenues en voie de disparition en Ontario parce que justement, les gens allaient, prenaient des plantes dans la nature puis revendaient ça. Fait que nous, on ne veut pas encourager ce genre de comportement-là. C'est pour ça qu'on partage des graines. Vous ne pouvez pas être obligé de prélever dans la nature. La réciprocité, fait que ça, c'est vraiment le concept bibliothèque. Fait que l'idée, c'est que les gens empruntent des graines gratuites. Puis, quand leurs plantes ont fleuri, quand les graines sont sorties, bon, ben là, ils nous retournent leurs graines. Puis là, on peut leur passer à d'autres personnes. On n'a pas de frais d'adhésion, il n'y a pas de membres, il n'y a pas de comité. Tout est gratuit. Fait que l'idée, c'est que vous pouvez contribuer de quelconque façon qui fonctionne pour vous. Fait que ça peut être des graines, ça peut être de l'argent, ça peut être faire des enveloppes, ça peut être de donner des raids à du monde. Au début, quand j'ai commencé la bibliothèque des graines, comme je parlais de ça avec mon ami Matt, que j'avais de la pression des gens de dire, ah ben là, il faudrait commencer à demander aux gens de retourner les graines. Puis sa réponse,
je veux partager aujourd'hui, c'était vraiment bon. C'est qui sommes-nous pour hiérarchiser quelle contribution est la meilleure? Est-ce que les contributions ne sont pas toutes égales parce que les gens te donnent ce qu'ils peuvent? T'sais, qui on est pour dire ça, c'est la meilleure valeur que tu as? Fait que là, ça va vraiment comme. Puis ce qu'elle dit aussi, qui était vraiment intéressant, c'est qu'elle dit si tu ne dictes pas qu'est-ce que les gens doivent redonner, les gens vont donner ce qu'ils sont capables, leur talent, puis ils vont donner des choses que tu ne pourrais même pas envisager que tu as besoin. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que c'est exactement ça qui est arrivé depuis que j'ai commencé la grainothèque. L'idée pour lui, c'est que justement, quand je parlais de la toile, où les gens sont interreliés, les plantes sont interreliées, etc., c'est que lui, ce qu'il disait, c'est que quand quelqu'un a besoin, la toile vibre, puis là, les gens savent qu'il faut qu'il intervienne. Je sais que c'est comme ce concept autochtone est intéressant, puis je peux dire que depuis que j'ai commencé la grainothèque, c'est toujours ça qui m'arrive. Toutes les fois que j'ai besoin de quelque chose, je suis comme, ah non, je suis overwhelmed, qu'est-ce que je vais faire? Oups, il y a quelqu'un qui apparaît et vient m'aider. Ou bien, oh, on n'a plus d'argent. Oh, il y a quelqu'un qui donne 100 piastres. Je peux dire que ça fait 4 ans et quelques que je travaille de même, puis ça, je sais pas, ça marche encore. Puis le troisième valeur, c'était empouvoirment. On mot de la soirée. Puis l'idée, c'est un peu le même, qui est au cœur même des bibliothèques en général, qui est la démocratisation des connaissances. Fait que l'idée, c'est qu'on va dans les centres communautaires, on va dans les événements, puis on explique aux gens c'est quoi le jardinage responsable, comment dealer avec les plantes envahissantes, puis quelles décisions ils peuvent prendre pour avoir le meilleur impact sur l'écosystème. Puis nous, on prend pour acquis que quand les gens savent mieux, ils font mieux. Fait que nous, notre idée, c'est qu'on n'est pas là pour juger le monde, on est juste là pour leur donner l'information pour qu'ils prennent les meilleures décisions. Fait que là, ça, c'est en 2023. Combien de graines on a donné? Puis on en a posté aussi en 2024, gratuitement. Je pense que c'est pour ça que je me suis fait inviter pour y parler, parce qu'on en a donné beaucoup au programme. Fait que juste l'automne dernier, on a donné des graines à 800 personnes, projets communautaires et écoles, dans 7 événements à personnes à travers Ottawa. Puis, on a aussi posté 2000 enveloppes à 2000 individus, projets communautaires et écoles. Puis ça a été fait pendant 2 semaines avec des bénévoles dans ma cave. Ça, c'est ma cave. Puis, en plus de la quantité de graines qu'on a données, on a aussi donné plus de 200 espèces différentes. Fait que je pense que ça fait en sorte qu'on est probablement la plus grosse organisation de plantes indigènes, peut-être dans l'Est du Canada. Je ne sais pas, mais ça fait en sorte qu'on est on est pas mal le joueur important maintenant. Ça, c'est tous des bénévoles qui font de tout. Comme je disais, il n'y a aucun frais, il n'y a aucun staff. Fait que dans la section suivante, je vais vous donner un aperçu de quelles sortes d'outils vous pouvez utiliser pour créer votre propre initiative de partage de semences. Puis comme j'ai dit, tous les documents sont en anglais, puis ils sont aussi disponibles sur notre site web. Le lien est dans le chat. Fait que ça, c'est des questions un peu que j'ai en général. Fait que je vais vous passer au travers de ça. Fait que, comment mettre en place votre propre organisation? Ça, c'est une question que j'ai souvent. Est-ce que j'ai besoin d'un comité? J'ai-tu besoin de quelque chose de formel? Vous n'avez pas besoin de rien de formel, sauf si vous avez des grands besoins d'argent ou vous avez besoin d'accéder à des subventions importantes. Nous, on n'a pas de subvention, on n'est pas une charité enregistrée. Fait que vraiment, juste parce que si nous autres, on a plusieurs milliers de dollars de budget, fait qu'on a comme un comité qui gère les ressources financières, mais autre que ça, on n'a aucun comité. L'idée aussi qui est vraiment parce que nous, on reste à Ottawa, puis dans nos jobs, on s'occupe tout de comités. Fait que la dernière chose qu'on va faire dans notre bénévolat, c'est des comités. Fait que nous, on n'a aucun comité, juste des personnes qui travaillent sur bien des tâches. Fait que l'idée, c'est focus sur des tâches, puis pas d'avoir des structures organisationnelles, parce que c'est ça qui fait que ça rend les choses moins faciles. On utilise aussi un fichier Google Excel pour les listes de tâches. On appelle ça le Action Item Log. Fait que ça dit qui fait quoi, pour quand, puis c'est quoi le statut. Tout le monde a accès à ça. Fait que, on passe juste au travers de ça à toutes les 6 semaines. Fait que ça nous aide à manager qui fait quoi.
Puis aussi réutiliser, on a des politiques, etc., des documents qu'on peut utiliser sur notre site web. Puis, truc aussi, quand vous travaillez en équipe, utilisez Google Docs pour modifier en temps réel. Fait que notre catalogue, par exemple, c'est un Google Docs. Fait que la dernière version qui est sur le site web, c'est toujours la dernière qu'on a travaillé dessus. Puis, ça l'aide à partager des documents avec les autres, etc. Fait que ça, c'est un bon truc. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant? C'est une image qui a été faite par Samuel Legrelli. Je ne sais pas si c'est sur l'appel ce soir, mais c'est lui qui a fondé la Grainothèque de Fleurs sauvages de Moncton. Qu'est-ce qui arrive, c'est que traditionnellement, les graines potagères, on est habitué qu'on plante ça en janvier puis mai, dépendamment de l'espèce. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que nos espèces indigènes sont différentes. Puis eux, il faut qu'ils soient semés à fin automne, début hiver. L'idée, c'est que vu qu'ils ont évolué pour passer à travers l'hiver, ils ont comme une genre de couche protectrice qui peut être briser en passant à travers du gel puis du dégel printanier. Puis là, ça amollit, puis là, ça peut gerber. Fait que nous, ici, à Ottawa, il faut semer en décembre puis février pour être capable d'embarquer sur ce cycle-là. Fait que toute l'activité de la grainothèque, puis la façon qu'on s'organise, c'est en fonction de la nature. Fait qu'à ce moment-ci de l'année, on est en train de commencer à ramasser des graines pour se préparer à donner nos graines à l'automne, que les gens puissent les semer décembre à février. Fait que c'est ça, je me suis dit mon scoop. Fait que c'est ça. Fait que nous, c'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que nos événements sont en novembre puis décembre, puis qu'on récolte nos graines, on commence, ça commence. Ça fait en sorte qu'il y a vraiment quelques semaines de délai seulement entre la récolte puis qu'on les donne aux gens pour les semer. Fait que ça, c'est vraiment les plus hauts taux de germination qu'on pourrait avoir, c'est en suivant ce processus-là, parce que les graines ne sont pas trop secs. C'est vraiment comme du jardin au client. Puis plus que tu as un haut taux de germination, plus qu'il y a un haut taux de succès pour ceux qui sèment. Fait que ça fait en sorte aussi que les gens, ils viennent, c'est plus facile pour eux autres à jardiner des plantes indigènes, puis ça aide aussi à l'organisation à performer. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous encourage fortement à regarder. C'est un tableau Excel, puis qui vous montre aussi comment récolter les graines. On a toutes les étiquettes là-dessus, des vidéos, comment récolter les graines, la graine a de l'air de quoi, comment est-ce qu'il faut qu'il soit séché, est-ce qu'il faut garder dans le frigo, etc. Fait que je vous invite fortement à aller voir ce dossier-là. Toutes les questions que vous avez sont là-dedans, je suis certaine. Aussi, la façon qu'on s'est organisé, c'est qu'on a comme une liste avec toutes les étiquettes. Puis les gens cliquent sur le lien Google Docs, tu as comme une feuille qui apparaît. Puis après ça, tu cliques imprimer, puis là, tu découpes, puis tu mets ça sur tes enveloppes que tu donnes les graines. Fait que les étiquettes comme telles, ça contient le nom, ça contient quand est-ce que ça fleurit, la hauteur, la largeur, puis quand est-ce que c'est important de les semer. Fait que ça, c'est tout gratuit. Vous pouvez aussi accéder à ça n'importe quand puis utiliser ça dans vos localités. Fait que ça c'était ma cave l'année passée. Je pense que ça va être encore plus gros cette année. Fait que l'idée, c'est comment conserver les graines. Fait que ça, c'est une des questions qu'on a souvent pour le partage de graines. 99% des espèces, c'est vraiment des enveloppes en papier qu'on utilise. Il faut que ça soit un endroit frais et sec pour éviter les moisissures, pour pas contaminer votre collection. Moi, des fois, j'ai trouvé sur Buy Nothing, je ne sais pas si vous avez ça dans vos communautés, mais c'est comme un groupe qui donne toutes sortes de choses. J'ai trouvé un déshumidificateur là-dessus. J'ai trouvé un purificateur d'air aussi. Fait que l'idée, c'est juste de donner plus d'outils pour s'assurer encore plus qu'il n'y ait pas de moisissures parce qu'il y a beaucoup de graines, là. Quelqu'un a fait la joke que si ma cave inondait, ça deviendrait une jungle. Parce que c'est pas... chaque boîte, c'est une espèce. Puis, si jamais un jour vous décidez de les garder à long terme aussi, vos graines doivent être complètement séchées. Puis après ça, vous les congelez dans un récipient hermétique qui ne laisse pas pénétrer l'humidité. Fait que là, quand vous avez 200 espèces comme nous autres, comment vous organisez? Fait que là, je veux sauver du temps si jamais vous considérez faire ça. Vous expliquer comment on est arrivé à qu'est-ce qu'on a. Fait que ça ici, c'est comme c'est des boîtes à outils là, de construction. Fait que là-dedans, il y a des vis, etc. Fait que ça, c'est ce qu'on utilise. À l'intérieur, c'est une espèce.
Fait que ça, c'est une espèce d'un colis qu'on a. En haut, dessus, il y a une photo, le nom latin, français, etc. On met une étoile sur celles qui sont faciles à germer puis à restreindre. Fait que comme ça, les gens qui n'ont jamais jardiné, quand ils arrivent, on leur dit choisis les espèces avec une étoile. C'est plus facile. Je pense que le mot étoile vient de dire mon accent. Je viens de m'entendre. Étoile. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai dit que le jardinage indigène, on part de l'idée, c'est quoi tes conditions, puis après ça, on choisit les espèces. Fait que nous, la façon qu'on a trouvé qui était le plus facile de s'organiser, c'est de réutiliser ce même modèle-là pour la collection. Fait que quand les gens viennent, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a organisé nos graines par plein ensoleillement, plein soleil, mi-ombre, sec, plein soleil, mi-ombre, médium, plein soleil, mi-ombre, mouillé. Puis là, on a comme ombre, puis on a aussi comme des arbustes, mon accent, des arbres, puis aussi des vignes. Fait que là, ça, chaque catégorie qu'on a ici, ça devient une table à nos événements. Fait que là, quand les gens rentrent à nos événements, on leur dit combien de soleil que tu as, est-ce que c'est mouillé ou sec? Puis là, après ça, on les dirige vers les bonnes tables. Puis là, quand ils arrivent à cette table-là, toutes les espèces qui sont là fonctionnent dans leur endroit, dans leur jardin. Puis là, on a un bénévole à cette table-là qui leur dit bon, c'est quoi ton jardin? Comment haut il faut que ça s'aille? Quand est-ce que ça fleurisse, etc. Fait que l'idée, c'est que tout fit dans leur environnement à cette table-là. Fait que ça, c'est comme ça qu'on organise la collection aussi. Puis quand les petites boîtes vertes sont remplies, bon, ben là, on les met dans des bacs en dessous des tables, dans des sacs Ziploc avec la photo, puis les noms super gros. Comme ça, les bénévoles peuvent aller rapidement remplir les petites boîtes vertes durant les événements. Fait que là, à ce temps-ci aussi, là, on a commencé à impacter des graines parce que toutes les fleurs commencent à faner. On s'en va en graines. Fait que l'idée, c'est qu'on peut emballer des graines chez nous individuellement. Puis aussi, on peut organiser des événements pour avoir du fun, rendre ça social, bâtir la communauté. Puis aussi, c'est une opportunité pour montrer aux gens comment impacter, comment nettoyer des graines. Fait que c'est un peu aussi éducatif. L'idée, c'est de trouver des espaces plus coûteux. Comme dans les dernières années, on a trouvé une vieille une serre, genre, dehors. L'idée, c'est qu'il faut être capable d'être un peu sale parce qu'il va y avoir des graines puis ça va voler partout. Donc, l'idée, c'est de se trouver une place qui sont tolérants un peu de ces choses-là. Puis, vous pouvez juste demander aux participants d'apporter leurs graines, les rubans adhésifs, les étiquettes. Ils font imprimer à l'avance. Et puis, après ça, amener des récipients et tout pour nettoyer. Fait que ça fonctionne beaucoup. Habituellement, on peut faire la moitié de tout ce qu'on a besoin d'impacter pour la saison en 2 événements. Ensuite, comment distribuer les graines. Fait que, quand j'ai commencé, moi, ce que j'ai fait, c'était dans le temps du COVID, on ne peut pas aller dans les salles. Fait que là, j'ai dit, OK, je veux avoir des événements à travers la ville. J'ai été sur Facebook, j'ai dit, OK, je cherche des driveways, je cherche des montées, des personnes dans tel et tel quartier. Puis des étrangers m'ont laissé aller chez eux dans leur montée. Puis là, on invitait juste les gens à venir. Fait après ça, on a été dans des stationnements et tout d'école, des choses comme ça. Fait que c'est pas obligé nécessairement d'être des espaces plus coûteux. Comme, qu'est-ce qui était intéressant pour le stationnement d'école, c'était accessible par autobus, il y avait du stationnement, etc. Fait que, vous pouvez utiliser votre créativité pour essayer de trouver quelque chose qui est pas cher. Nous aussi, on va faire ça dans des parcs dehors. Fait que des parcs, on met des tables, etc. On dit aux gens, venez au parc, on est là. Fait que ça non plus, ça coûte rien. Ce que je vous encourage tout à faire, c'est de faire vos initiatives de graines avant que les catalogues des grosses compagnies sortent. Les grosses compagnies de graines sortent les catalogues à peu près dans le temps de Noël, un petit peu avant. Fait que nous, on essaie de donner toutes nos graines gratuites en novembre puis mi-décembre. Comme ça, on est capable de tout remplir les bas, les bas de Noël de tout le monde de graines indigènes. Je vous encourage à faire ça aussi. Puis les gens aiment ça parce qu'ils n'ont pas besoin de frais des coûts, c'est gratuit. Si on arrive trop tard, après ça, ils ont déjà tout dépensé leur argent puis ils n'ont plus de place. Fait que l'idée, c'est d'avance de la compétition. Puis, une chose qui fonctionne aussi bien pour nous, c'est qu'on inclut une station de comment semer en hiver. Fait qu'à nos événements,
quand on donne nos graines, on a une place que les gens peuvent voir et tout, comment ça fonctionne. Laisser les graines dehors tout l'hiver. Fait que ça, c'est très populaire. Le monde aime vraiment ça. Puis l'important dans la grainothèque, c'est que les gens aient beaucoup de succès. Fait que tu veux vraiment limiter les barrières parce que c'est ça qui est un des plus gros risques de l'organisation. C'est que les gens fassent du jardinage, ils commencent la graine, puis ils n'ont pas de succès. Puis là, ils sont découragés, puis ils abandonnent. Fait qu'on a trouvé que faire cette station-là, ça l'aidait vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça, semer en hiver, ça, j'en parlerai pas beaucoup parce que ça va être couvert par d'autres ateliers de votre organisation. Mais je vais juste partager 3 leçons que j'ai apprises, que j'espère que vous allez retenir. C'est plusieurs centaines de personnes de feedback que j'ai au fil des années. Mettez pas vos pots exposition sud parce qu'ils vont. Pour les graines de légumes habituellement, puis les herbes, on pense que beaucoup de soleil, c'est bon. Pour les plantes indigènes, vous allez juste les cuire. Ils ne seront pas contents. C'est mieux de les mettre côté nord, nord-est, c'est ça le mieux. Pour les garder humides, pas mouillés. Puis, si vous êtes poigné à un site qui a plus d'ombre ou un site qui a trop de soleil, c'est mieux de choisir plus d'ombre que trop de soleil. Ça va être les 3 choses que je vais dire parce que je sais que ça va être couvert plus tard par Samuel et autres. Après ça, un coup qu'on a donné toutes nos graines jusqu'au mois de décembre, là, après ça, on passe en mode fabrication des enveloppes en papier. Fait que nous, on réutilise n'importe quoi qui est fait en papier. Ça peut être du papier parchemin, comme là, je pense que c'est comme une phase de Don Cherry, pas un autre gars, comme des restants en papier de tisane. Fait que n'importe quoi qui est à peu près à cette grosseur-là, on le plie en enveloppe. Des vieilles encyclopédies, on a beaucoup de ça. Les gens peuvent faire ça l'hiver en regardant la télévision. Tout le monde trouve ça plate l'hiver. Puis aussi, pour continuer le momentum de partage de graines, on organise aussi des événements pour fabriquer des enveloppes. Fait que ça fait en sorte que nos coûts opérationnels sont très, très, très bas. Puis je pense que l'année passée, on a au moins probablement passé au travers de 50 000 enveloppes. Fait que c'est comme les gens, il faut qu'ils en fassent aussi pour nous aider. Ensuite, d'un coup qu'on a fait ça, bon, ben là, les gens, au printemps, leurs semis vont arriver, on va tout exciter. Puis là, tout le monde va dire ah, je manque trop de semis de graines. Fait que là, c'est là qu'on rentre en jeu. Là, on organise aussi des partages de plantes individuellement. Fait que la façon la plus facile de faire ça local, puis il n'est pas trop tard pour vous de faire ça tout de suite, c'est on a un Google document, puis là, qu'est-ce qu'on met? C'est on dit, OK, telle espèce, j'ai ça à donner à Orléans, vous pouvez me contacter comme ça. Fait que là, les gens, ils nous contactent et disent, hey, Mélanie, j'aimerais ça ramasser ton Mélanie. C'est-tu correct avec toi? Je passe demain soir. Fait que là, les gens viennent chez vous, ramassent ça, etc. Fait que, ça, c'est vraiment facile à faire, puis c'est quasiment comme, il n'y a pas de travail quasiment avec ça. Puis les gens qui chargent des plantes, ils peuvent aussi indiquer ça. Si vous voulez faire un petit peu plus gros, vous pouvez aussi organiser des événements où ce que là, les gens apportent leurs plantes en général. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que le même formulaire que vous avez vu, les gens le remplissent à l'avance. Ils arrivent à nos événements. On les fait mettre leurs plantes en ligne. Après ça, il y a des bénévoles qui les évoluent. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on ne demande pas aux gens de tout remettre dans des pots, etc. Qu'est-ce que tu as chez vous? Tu arraches la terre, tu amènes ça comme ça. Fait que le monde peut mettre ça dans des buckets d'eau, des chaudières d'eau. Ils peuvent ramener leurs petites choses de semis. Ils peuvent juste mettre ça dans des sacs en plastique. L'idée, c'est qu'on veut que ça coûte le moins cher possible. Fait que c'est pour ça qu'on demande pas aux gens de tout remettre dans le potier et tout ce qu'ils ont. Puis aussi, quand ils sont déjà été dans l'eau, ça réduit le choc de transplantation. Fait que les gens ont plus de succès quand ils arrivent et ils mettent ça chez eux. Puis en plus, en Ontario, on a des cas de vers de terre envahissant. Fait que ça nous permet aussi de nous assurer qu'on ne propage pas des maladies. Fait que des plantes que tu arraches de ton jardin d'un bucket d'eau, c'est la meilleure option. C'est comme win-win-win partout. Puis encore une fois, nous, ce qu'on a fait, c'est que les premières années, on était juste dans un parc, là. Les gens viennent, fait que ça ne coûtait rien pendant toute affaire. Comment sensibiliser le public? On participe souvent à des événements. On fait des présentations aux écoles, aux maîtres jardiniers. Une façon aussi que vous pouvez recevoir de l'intérêt, ça pourrait être de contacter vos conseillers puis des médias traditionnels pour promouvoir vos événements.
Des fois, quand dans les milieux environnementaux, on essaie vraiment de tout recycler, puis de tout réutiliser, puis de tout prendre ce qu'il y a de gratuit, etc. Moi, je voudrais dire aussi que c'est important de balancer ça avec l'idée d'avoir une marque soignée puis d'être pris au sérieux. Fait que oui, on réutilise beaucoup comme des papiers, etc., pour faire les enveloppes, mais quand ça vient le temps de parler de brand puis de branding, des choses qui est le plus difficile comme organisation environnementale, c'est de se faire prendre au sérieux. Fait que nous, on essaie de payer un petit peu plus cher pour donner une image plus corporative ou plus professionnelle, genre. Fait que comme, je voulais juste vous laisser savoir que c'est quelque chose aussi qu'on essaie de faire. Fait que là, des fois, j'ai des questions aussi des gens, comment utiliser les médias sociaux. Ça, c'est pas facile. Tout le monde a des expériences négatives là-dessus. Voici les trucs que nous, on a fait pour créer comme un environnement euh, inclusif puis sécuritaire pour les gens. On a aussi une politique de communication que vous utilisez. Fait que nous, nos posts sont sur la science, puis on ne demande pas aux gens leur opinion en général. Ah, qu'est-ce que vous pensez de telle plainte? Vous ne trouverez pas ça. On ne demande pas aux gens leur opinion. On veut juste partager de la science. Quand les gens disent des choses qui ne sont pas nécessairement alignées avec nos perspectives, on essaie d'assumer qu'ils ont des bonnes intentions, on essaie de corriger les faits avec des informations scientifiques, puis on essaie de prendre pour acquis qu'ils font leur possible. L'idée aussi, c'est que vous allez voir, il y a tout le temps comme des individus qui se pensent qu'ils sont comme vraiment importants, là. Vous, l'important, c'est de garder un œil sur la dynamique de groupe, puis pas nécessairement de subir les caprices de certaines personnes spécifiques. Vous êtes là pour maintenir le cap puis vous assurer que les gens se sentent en sécurité puis bien. Pas tolérer les commentaires violents et dangereux, ça c'est certain. Puis aussi, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une communauté qui se concentre plus sur les solutions que juste les problèmes. Je vais vous partager un autre apprentissage de maths aussi. Si vous voyez ici à votre gauche, on a l'herbe à puce, puis on a l'impatience. Fait que l'idée, c'est d'utiliser les médias sociaux un peu comme on retrouve ces deux plantes-là dans la nature. Si ils grandissent un peu dans le même genre de conditions, puis oui, il y a de la maladie de l'abapus qui va nous causer des rashes de peau, etc. Mais il faut penser aussi que l'impatient aussi est là pour calmer le feu que ça va faire sur notre peau quand on rentre en contact avec. Fait que l'idée, c'est quand on gère avec les médias sociaux, on ne va pas juste mettre de l'herbe à poux partout puis que les gens se brûlent juste sans leur donner le remède. Fait que si je dis oui, il y a des changements climatiques, je veux dire, quand tu mets des plantes chez vous, ça l'aide à diminuer la température, ça l'aide à retenir l'eau, etc. Fait que l'idée, c'est de balancer les deux et pas juste s'assurer que les gens n'utilisent pas juste les médias sociaux pour se défouler. En tant que leader aussi d'une organisation ou d'une initiative communautaire, je voulais utiliser un peu cette analogie-là pour dire un peu c'est quoi, je pense que c'est le rôle d'un leader dans ce genre d'organisation-là. Les gens qui arrivent, qui veulent faire du bénévolat ou qui sont interpellés par les plantes indigènes, c'est un peu les gens qui sont un peu comme ça, genre, sont un peu éparpillés partout, ils ont des connaissances, des compétences, puis de l'anxiété climatique aussi. L'idée comme leader, c'est de transformer cette énergie-là en la focusant sur des tâches spécifiques que les gens peuvent faire selon leurs compétences. Fait que l'idée, c'est que tu transformes ça, qui est un peu chaotique, puis partout, en stabilité, puis le travail ensemble il va résulter à un impact. Je voulais dire aux gens qu'une des choses que moi j'ai faites, puis que je pense que c'est ça, faut passer à autre chose, c'est des fois on pense que vu on ne voit pas le genre de leader qu'on est dans des positions de leadership, on pense que le genre de leadership qu'on a, ça n'a pas sa place. Mais moi, je veux vous dire à soir que c'est pas parce qu'il n'y a pas personne qui ressemble à vous dans les positions d'autorité que c'est pas que vous n'avez pas de leadership, puis que votre leadership n'est pas ce qu'on a de besoin. Comment gérer des bénévoles? Faire confiance au réseau de relations, ça c'est la toile que je vous parlais de. Il y a toujours quelqu'un qui arrive out of nowhere pour m'aider. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est vraiment ça que j'expérimente, ça fait 4 ans. Vous n'avez pas besoin de tout savoir comme leader. L'important, c'est de vous entourer de gens qui complémentent ce que vous n'avez pas.
Puis, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un veut s'engager dans l'organisation à long terme, je passe à peu près comme 1 heure à discuter avec la personne pour savoir c'est quoi ses intérêts, c'est quoi qui est bon dedans, puis c'est quoi qu'elle peut contribuer. Fait que l'idée, c'est que si vous donnez les bonnes tâches aux bonnes personnes, vous n'avez pas besoin de gérer la personne. La personne va être contente, elle va se sentir valorisée, puis elle va vouloir faire une bonne job. Fait que oui, c'est un petit peu plus de travail au début, apprendre à connaître la personne. Mais après ça, comme les deux, votre tâche est vraiment facile parce que la personne va être motivée, elle va vouloir en faire, elle va se sentir importante, valorisée. Fait que ça aide vraiment à long terme. Des fois, les gens, quand ils sont bénévoles, des fois, ils n'ont pas le temps, des fois, il y a des urgences familiales. Fait que c'est important aussi de se concentrer sur les intentions des gens, comme qu'est-ce que les gens essaient de faire, quand on communique avec eux, comme si je comprends bien, c'est ça qu'on essaie de faire. Fait que focuser sur les intentions de la personne, c'est ça le plus important. Expliquer aussi comment que leur tâche contribue à la communauté en général. Bon, ben, quand tu vas faire telle recherche, cette recherche-là va être utilisée par les bénévoles pour savoir si c'est un cultivar ou pas. Fait que là, la personne est motivée parce que là, c'est comment ça va aider, tu sais. Fait que quand on donne les tâches aux bénévoles, quand on leur explique à quoi ça va servir, ça les aide, ça les motive beaucoup. Demander leur rétroaction. L'idée, c'est que moi, ce soir, je vous donne des exemples de comment est-ce que moi, j'ai commencé ça, puis comment où on est rendu comme équipe. Mais c'est à vous à décider qu'est-ce que vous voulez faire dans votre région. Puis l'idée, c'est de co-créer avec le monde qui vous entoure selon les compétences qu'eux ont, puis qu'est-ce que vous apportez. Puis aussi, à chaque saison, on a un moment où on se rassemble ensemble, on fait un potluck, puis on passe du temps ensemble, puis moi, je prends la peine de les remercier, puis de les féliciter pour leur bon travail. Fait que ça l'aide à les garder motivés aussi. Oh, je pense que je ne suis pas partie du bon bord, un peu. OK. Fait que là, vous, en tant que leader, comment vous gérez? Fait que ça, c'est important aussi. Tu sais, comme mettons, vous commencerez à dater quelqu'un, si vous sortirez avec quelqu'un qui vous intéresse, vous attendriez pas de tout savoir de la personne comme après une ou deux dates, là. Comme ça, mais l'idée, si on pense que les plans, les personnes que vous allez travailler avec, c'est comme apprendre à connaître des personnes, il faut vous donner le temps, puis il faut que vous soyez patient avec vous autres, que vous ne saurez pas tout du début. Ça, c'est normal, ça prend des années puis des années à établir des relations solides avec le monde, à établir des relations solides avec la Terre qui nous entoure, puis à aider à guérir qu'est-ce qui a besoin d'être réparé. Ce que je vous conseille aussi, c'est de créer un espace dans votre maison pour nettoyer, emballer des graines, entreposer. Comme ici, ça c'est mon petit endroit où je nettoie puis je sèche mes graines. Fait que ça, c'est mes petits strainers, ça, c'est des graines qui sèchent, etc. Fait que aller en hauteur. Aller en hauteur, ça aide. Je recommande aussi de commencer avec des graines fraîches puis de ne pas faire notre reposage à long terme. Nous, nos graines, ils sont toutes données à partir du mois de février, on ne devrait pas avoir rien. La raison, c'est santé mentale. Je parle des graines à longueur d'année ici. Je vais virer folle. Numéro 2 aussi, c'est que ça fait en sorte que les taux de germination vont être beaucoup plus élevés si tu prends les graines qui viennent juste d'être récoltées. Fait que l'idée, c'est que tout le monde gagne. On ne garde pas des graines à long terme chez Mélanie. Puis l'idée aussi, c'est je vous ai parlé des saisons, qu'il y a des choses à faire. Bon, ben l'idée, c'est une saison, tu fais qu'est-ce qu'il y a, puis après ça, tu arrêtes. Tu fais l'autre saison, puis tu arrêtes. Fait que tu ne fais pas des enveloppes en même temps que tu impactes, en même temps que tu donnes des graines, tu vas virer fou. Fait que l'idée, c'est d'en faire une saison à la fois. Puis aussi, c'est un marathon pour un sprint. L'idée, c'est d'en faire un petit peu à la fois pour être capable d'avoir des résultats à long terme. Comme je disais, je parlais des 7 générations. On nettoie beaucoup de choses qui se passaient avant nous, là. Fait que ça va prendre du temps. L'idée, c'est de faire un petit peu tous les jours, puis d'avoir un engagement à long terme pour être capable de voir une différence. Fait que c'est ça. Fait que les prochaines étapes, c'est que faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Comme l'idée, c'est que n'importe quoi vous faites, c'est mieux que si vous ne faites rien. Fait que si c'est juste, j'ai tout identifié les plantes chez nous, c'est bon. Si j'ai enlevé les espèces envahissantes chez nous, c'est encore mieux. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Si vous avez des graines locales, c'est le temps de commencer à y penser. C'est pour ça que la présentation est au mois d'août. Les graines commencent à être prêtes. Si vous avez des questions, j'ai mon petit dossier Excel que vous pouvez utiliser pour être capable de voir comment ça fonctionne, comment les récolter, etc. Puis nous, ça va nous faire plaisir aussi de soutenir
initiative locale. Vous pouvez m'envoyer un courriel si vous avez besoin de graines pour commencer votre initiative. On l'a déjà fait pour plusieurs organisations en Ontario puis au Nouveau-Brunswick. Fait que nous, on envoie comme un gros bundle, puis vous pouvez vous occuper dans votre communauté de les redistribuer. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Fait que si vous voulez en connaître davantage sur ce qu'on fait, ça c'est notre site web. Vous pouvez me rejoindre au email qu'il y a là. Puis je vous encourage à joindre notre communauté sur Facebook. On est sur YouTube aussi, parce qu'il y a plein de vidéos pour savoir comment récolter les graines, puis Instagram. Fait que c'est ça que c'est la présentation. Arrêtez de partager. Merci, Mélanie, c'est bien gentil. Je pense qu'on peut passer à une petite période de questions s'il y en avait. Oui, je sais pas. Les gens- Regardez. Je sais pas si les gens peuvent prendre la parole, mais sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat si jamais il y en avait. OK. Avez-vous des questions pour moi? Ça me fait plaisir. Ah, il y a une main levée. Marilyn. Oh, Marilyn! Je sais pas si elle peut mettre son vidéo. Je sais pas si elle peut parler non Oh, plus. alors, tout tard. Oui, oui. Parfait. Oui, Ah, je peux Marilyn! parler. Oui, Salut! on t'entend, mais on ne te voit pas, par exemple. Je sais pas si tu peux mettre ton vidéo. Ouais, ma caméra, je pense que ça reste fermé. OK. C'est Bon, bon. pas grave. Ça se peut. Fait que, non, je regardais un peu ton site, le site web bon, Oui, oui. de- que tu as donné au début, là, Oui, oui. Canadensis. Oui. C'est quand même cool comme site web, puis j'aime bien ça. Oui. Euh, mais là, tu sais, moi, je suis sur la côte nord, au Québec. OK. Puis j'avoue que j'ai un peu discuté à savoir vraiment qu'est-ce qui est indigène, même si ça me dit, OK, oui, comme là, j'ai cherché Aquilegia canadensis, ça me dit c'est Ouais, ouais. indigène, mais je ne l'ai jamais vu dans le bois ici, là, en forêt boréale, on n'en voit pas vraiment, là. Donc, Ouais. tu sais, oui, j'en ai planté, ça pousse super bien, mais est-ce que j'ai implanté quelque chose qu'il ne faut pas? C'est quoi? Ben, c'est ça. Ça, c'est un gros débat, là. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé d'aller par province, là. Puis voici pourquoi. C'est parce qu'il y a comme deux écoles de pensée sur quelle plante semer. Il y a des gens qui pensent qu'il faut vraiment absolument semer ce qui est local. Fait que c'est comme, on encourage ce qui est local en premier, puis on devrait juste donner des graines de plantes locales. Fait que ça, c'est une école de pensée. L'autre école de pensée, c'est que les changements climatiques bouleversent tout ce qu'on fait. Puis que si un arbre, ça prend 40-50 ans à pousser, on devrait peut-être planter les arbres qui vont être adaptés dans l'écosystème dans 40-50 ans de suite, puis Hmm. leur aider à migrer vers le sud. Comme moi, c'est pas un débat que je peux Migration répondre, assistée, là. qui appelle, moi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dur à répondre. Comme oui, comme la plante dont tu parles, comme elle pousse un peu quand même assez proche de la région d'Ottawa ici, mais c'est pas moi, j'ai jamais vu dans la région d'Ottawa, là. Mais comme si tu veux, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est je sais pas si tu connais iNaturalist. Non. OK. Je peux le mettre dans le chat. Fait que ça, c'est comme une organisation et tout que les gens, c'est comme Citizen Science. Fait que c'est les gens qui identifient les propres plantes sur un app qu'ils ont sur leur téléphone. Puis les scientifiques utilisent ça pour faire de la recherche. Fait que l'idée, c'est que tu peux aller sur ce site-là. Puis là, tu cliques sur, il y a une carte. Fait que là, si tu l'identifies, tu vois sur la carte. Puis là, tu peux voir dans ta région si il y a des observations. Fait que si, mettons, tu mettras la plante que tu as mentionnée, tu mets ça dans la Naturalist, tu peux voir les observations dans la nature où ils ont été. Fait que là, tu OK. pourrais voir s'il est en Côte-Nord ou pas. Ou bien tu pourrais identifier les plantes que tu vois dans la Côte-Nord, puis après ça, les mettre dans Vascan pour voir s'ils sont indigènes ou introduits. Fait qu'il y a comme deux manières que tu peux faire. OK. Je vais te mettre le lien dans le chat. Ça, c'est un app que tu peux avoir gratuit. Tu peux soit utiliser, ça s'appelle iSeek ou bien iNaturalist. Puis c'est ça, c'est pas les meilleures apps, mais les données appartiennent à des scientifiques puis ils utilisent ça pour contrôler les espèces envahissantes, des choses comme ça. Fait que si tu vas là-dessus, tu peux utiliser une des deux méthodes. C'est bon, Ou il y ça. a peut-être une liste locale, comme nous à Ottawa, on a une liste locale. Ouais, non, je pense OK, c'est ça, je sais pas. pas. Mais comme, qu'est-ce qui serait intéressant et tout pour toi, comme dans ton coin, c'est que vu qu'il y a gros une mine, probablement que comme, tu sais, les plants, ça match un peu comme les caractéristiques du sol, là.
Ouais. Fait que des fois, les plantes qui viennent des places que les sites miniers sont comme, traditionnellement, sont comme cool comparés aux autres et tout, là. Peut-être que tu as des espèces dans ta région qu'on n'aurait pas ailleurs, tu sais. Ouais. C'est- ok. J'ai vu dans la partie Q&A, dans le fond, il y a quelqu'un qui a marqué d'activer le chat. Fait que je viens de le faire. Théoriquement, Ah, ça OK, devrait super. marcher. OK. Parce que là, c'était juste moi et toi qui pouvais écrire, en fait. Ah, je savais pas. OK. Fait que là, vas-tu voir qu'est-ce Moi que non j'ai plus, je mis? savais pas. Peux-tu voir le lien? Moi, je savais pas. J'imagine que oui, je pense qu'il peut peut-être juste pas participer à écrire. Host and panelists. Ah non, je pense pas. T'as peu, je vais essayer de. OK. S'il y a des questions. OK, c'est bon. OK. Fait que là, Est-ce que vois tu l'as oui. activé le chat pour tout le monde? Parce que je pense que. Ouais, c'est ça, gars, je viens de le mettre, là. Je viens de le mettre à tout le monde. Ah, puis là, Marilyn a dit non, qu'on voyait pas. Est-ce que OK, là, mais là, voyez-vous qu'est-ce que j'ai mis? Fait que le premier, c'est le lien vers la page web. Puis le deuxième, c'est vers iNaturalist que je viens de mentionner. OK, oui, ça a l'air de marcher. OK, Mais ils super. peuvent pas écrire, par exemple. Fait que je sais pas. Ah non, OK. Ben, si vous voulez, vous pouvez lever votre main, puis on peut vous donner la parole. Ouais, Ah, OK, c'est bon, je viens de voir ici. Il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose. je sais pas comment on Aurais-tu des conseils pour encourager les gens à utiliser les plantes et à ne pas se contenter de ramener les semences chez eux? Ah oui, c'est ça, OK. Fait que c'est ça. Annie, c'est ça, elle avait fait une bibliothèque de plantes indigènes dans son travail. Ouais, exact. C'était dans le Q&A, puis elle a dit que C'est quand elle a ça. demandé le retour, il n'y a eu aucun retour. Fait que soit que les gens ont juste été lâches de donner des retours, ou, tu sais, Ouais, c'est ça. Ben, légitimement, qu'est-ce ça qui aurait arrive été qu'ils aussi? les ont pas plantés. Tu sais. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que ça se peut que, parce qu'il y a des plantes qui. Ben, premièrement, si les gens ne savaient pas de faire comment ça fonctionne de semer en hiver, ça se peut qu'ils n'ont pas eu de succès, puis c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas ramener des graines. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils qu'il faut que ça soit semé en mai, il est trop tard, puis là, ils vont juste germer l'année d'après. Là, ils sont découragés, puis là, ils n'ont pas eu de plantes dans leur terre. Tu sais. Fait que ça peut être une des raisons. L'autre raison, ça peut être que si jamais ça a fonctionné, que il y a des plantes que ça peut prendre jusqu'à 3 ans avant d'avoir une floraison. Fait que les plantes qui fleurissent la première année, c'est quand même assez rare. Fait que c'est certain que ça se peut aussi qu'ils n'ont pas eu de graines à donner la première année aussi, là. Moi, la façon qu'on fonctionne ici, qu'est-ce que je trouve qui marche le mieux, c'est de se trouver comme des champions de graines, puis d'avoir des gens qui sont dédiés, que tu contactes personnellement, puis tu as une relation avec eux autres pour leur demander de donner certaines graines. Fait que peut-être des fois, comme tu sais, comme nous, par exemple, Annie, si tu veux, on peut t'en poster des graines gratuites si tu veux recommencer chez vous, là. Ça, c'est pas un problème, on amasse des semences, ça, c'est à donner. Fait que c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, l'idée aussi, c'est de te donner quelques années d'essayer avant de voir si ça fonctionne ou pas, parce que justement, ça prend tellement de temps à fleurir certaines que. Puis c'est ça, justement, c'est ça, comment germer en hiver, ça aussi, c'est vraiment important. Est-ce que tu les avais expliqué comment ça fonctionne, le semer en hiver? Peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils les ont pas ramenés. Mais nous, c'est ça, on ne garde pas des listes de gens qui a donné ou pas, qui a reçu ou pas, là. On n'a pas cette paperasse-là chez nous. On demande juste aux gens de rapporter des graines. Ça répond à ta question, Annie? On a-t-il quelqu'un d'autre aussi? Parfait. Elle dit qu'elle avait fait un OK, catalogue. merci Annie. Ouais, c'est ça. Fait, je ne pas comme le Gmail. C'est moi qui réponds à l'autre bout. Fait que si tu veux des graines, je peux t'aider. Ça me fait plaisir. On va t'en poster. Là. Puis on peut t'en poster qui fleurit sa première année. Peut-être que ça aiderait aussi. Ouais, tu avais fait un catalogue et des instructions. OK. Ben, c'est ça. Au début, nous, c'est ça. On a commencé par faire des instructions écrites, c'était pas assez. On a fait des instructions vidéo, c'était pas assez. Puis là, on est rendu que justement, on a une section où on demande, on montre aux personnes, en personne à nos événements comment faire. On les fait toucher à la terre, on les montre tout. Là. Fait que des fois, les gens ils aiment ça, avoir toucher aux choses. Puis il n'y a pas tellement que ça qui lisent. As-tu autre chose à part de ça? Là, je vois qu'il y a un nouveau commentaire dans le OK. Q&A. Ah, OK, c'est Anne qui dit génial. OK. Super. Il y avait d'autres questions. Y avait-tu d'autres choses? Ah Sinon, oui, on peut. Oui? Marie-Josée. OK.
Vous pouvez parler directement si vous préférez, Oui, oui, allez-y, Marie-Josée, oui. Ah, t'as je pense qu'il faut lui donner la permission de parler, là. Ah, ok, oui, allow to ask you. OK, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, parfait, merci. OK. Euh, je me demandais si vous saviez où nous diriger. Tantôt, on a mentionné que si, mettons, on achète un paquet de graines, Ah ouais. on ne peut pas revendre les plantes Ouais, qu'on a poussées. ouais. Si, moi, j'habite au Nouveau-Brunswick, puis Ah, OK, ouais, on a commencé une ferme. OK. euh, qui va vendre des fleurs sauvages puis Ah, des super, OK. arbres indigènes. Ouais. Fait Ah, que là, nous, content. on a commencé à récolter euh, OK, de, de notre propriété parce qu'on a une grande OK. propriété. Ben, est-ce que tu sais s'il y a des lois, est-ce qu'on peut juste les vendre comme ça ou Oui, il y a oui, c'est des... bon, vous êtes correct. Ouais, OK. ouais. OK, il n'y a pas de Ouais, c'est ça. C'est procédure juste comme que si... telle que... Non, pas si c'est des espèces sauvages qu'on trouve, là. Ouais, c'est Si ça. c'est OK. pas comme un trademark d'une compagnie, t'es bonne. Ouais. OK. Puis si tu veux, comme on donne aussi des semences gratuites aux entreprises, là. Fait que OK. si tu veux, comme au mois de décembre, si tu veux des graines qui sont que tu vois qui sont listées indigènes dans ta région, comme tu peux nous envoyer un courriel, puis on va t'en poster aussi gratuit pour t'aider pour commencer. OK. Puis le meilleur temps, ce serait en décembre. Ouais, c'est ça, comme on va commencer à prendre probablement le 27 décembre. Ouais. OK, parfait. Merci. De rien, bonne chance! Un beau Merci. projet, je suis contente. T'es dans quel coin au Nouveau-Brunswick? À Elgin, Ah, ça, c'est où ça? Proche de c'est Palestine? entre Petit Kodiak puis Salisbury. Ah, nice! Fait que tu Ouais. connais-tu Samuel? Oui, ben on Ah, l'a c'est bon! rencontré quelques fois, ouais. Ah, super! Ah, c'est bon, ça, je suis contente. Ouais, ils ont Oui, besoin de ça, de ce coin-là. Il n'y a pas tant de place que oui, ça oui. qu'en vente. Fait que c'est vraiment important. C'est vraiment un travail Ouais. important. Oui, ben Mm. c'est ça, nous, on va se concentrer là-dessus. On va juste Ah, vendre. super! Ouais. Mhm. Bonne chance! Merci. Merci pour ta question. Marilyn, elle avait reposé, ben, elle a posé une question dans le chat. C'est quoi le nom de la compagnie qui va vendre des graines pour le fun? Ouais, c'est quoi ta compagnie, Marjosie? En ce moment, on s'appelle Forget Me Not Wildflower and Tree Farm. Je vais le mettre dans le chat. On a une OK. page Facebook. Ah, Ouais. super! Je suis contente. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? D'autres commentaires? Fait que gênez-vous pas s'il y a quelque chose, pensez à ça, ça va être enregistré, vous pouvez regarder l'enregistrement, vous pouvez retourner sur notre page web pour essayer de lire les choses encore puis réutiliser ça. Si vous voulez des graines gratuites, vous pouvez rejoindre notre site Facebook. On va donner les dates, on va partager l'information aussi là-dessus. Fait que gênez-vous pas, on est là pour s'entraider. Si jamais il y avait des questions aussi plus par rapport au projet de la Fondation David Suzuki d'effet papillon, puis de patrouilleurs et patrouilleuses, vu que là, mon collègue, il serait censé être là, puis je le remplace d'urgence, il a dit de l'écrire sans hésiter. Là, c'est Alexandre Huet. Donc, j'imagine que vous avez peut-être déjà contact avec lui si jamais vous avez entendu parler du projet. Mais sinon, c'est AUE, @davidsuzuki.org. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Passez une belle soirée, tout le monde. Bye bye. Merci, Marie, Mélanie.